Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire chaud, parce que j'imagine que chez vous aussi il fait très chaud. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous du CRT, donc il y en a plusieurs dans l'année. Là, c'est le dernier de la saison avant l'été. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter les résultats de l'étude qu'on a menée sur Terra Aventura pendant quelques semaines pour essayer d'évaluer un peu les retombées de Terra Aventura sur les territoires. Donc, on va vous parler de tout ça pendant à peu près 45 minutes, une heure, on va voir un peu. Et on aura évidemment un temps d'échange. N'hésitez pas à poser des questions aussi dans le fil, il n'y a pas de souci. Donc, les webinaires, donc je vous en ai un peu parlé. L'idée, c'est vraiment de vous apporter des connaissances assez spécifiques et spécialisées sur des points précis. Par exemple, à l'automne prochain, on va sur les États-Unis, par exemple, et connaître un peu le mode de distribution. Donc, des choses très précises avec les collègues du CRT et des intervenants qui peuvent venir aussi nourrir la thématique. À la fin de la présentation, enfin du webinaire d'aujourd'hui, vous aurez un questionnaire et je vous invite vraiment à y répondre. Ça nous permet de réajuster le contenu et de nous adapter à vos attentes, puisque c'est vraiment l'essence même de ces webinaires, hein, c'est de vous permettre aussi de prendre des connaissances et des compétences sur des sujets spécifiques. Donc sur le déroulé d'aujourd'hui, donc l'heure qui va nous accompagner. Donc le premier point, alors on va étudier uniquement Terra Aventura aujourd'hui. Donc on va parler de la magie de Terra Aventura, c'est beau hein, quand même. Une aventure qui fait rayonner le territoire et une communauté qui consomme en région. Et ensuite il y aura une petite synthèse et on pourra échanger sur les différents sujets. Pour pour vous parler de tout ça. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Métayer, qui est directrice associée de Think Out, qui est l'agence qui nous a accompagnés pour mettre en place cette étude. C'est la première fois dans l'histoire de Terra Aventura, alors vous savez que Terra Aventura va avoir 15 ans l'année prochaine, qu'on mène une étude externalisée, puisque jusque-là, on avait plutôt des études qui étaient faites par l'observatoire, donc le service observatoire du CRT, à la fois du CRT Limousin au tout début et puis du CRT Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette année, on a choisi d'externaliser pour aller un peu plus loin et on a même monté des focus group. Donc, Valérie vous parlera de la méthodo. Mais on est allé assez loin dans cette discussion aussi avec les joueurs, puisque ça nous a permis de comprendre un peu qui ils étaient, comment ils jouaient. Et on est allé un peu plus loin sur les profils joueurs. Donc, ça, c'est intéressant et ça nous permettra là très rapidement, puisqu'on a déjà mis en place des correctifs d'améliorer nos flux en fait sur les territoires et puis la qualité de Terra Aventura et de la jauger parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi un retour de la part des joueurs. Donc, bon, je me présente peut-être, je suis donc Sophie Marnier, je suis chef de pôle Terra Aventura au comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et je coordonne ce cette belle aventure. Valérie, si tu veux peut-être te présenter un peu plus en détail. Oui, donc moi effectivement je suis associée au sein d'un cabinet d'études clients qui s'appelle Think Out, qui est un cabinet français indépendant basé à Paris, mais avec des salariés, des équipes qui sont à la fois du côté de Bordeaux, du côté de Marseille. On travaille beaucoup dans l'univers des études qualitatives. Les études qualitatives, c'est essentiellement pour comprendre les consommateurs, leur perception, les leviers et les freins d'adhésion à des concepts, à des produits, à des services. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a un peu travaillé la compréhension fine des consommateurs, on va venir assez souvent compléter ça d'une pondération, donc de démarches quantitatives pour pouvoir évaluer ce qu'on a mis en avant dans le volet qualitatif. Qu'est-ce qui fait qu'on est en relation avec vous aujourd'hui? C'est qu'on travaille pas mal dans l'univers du tourisme pour les Hauts-de-France notamment, Hauts-de-France Tourisme.
et auprès des équipes du CRT, donc de Jean-Philippe Gold et de ses équipes. Et on a effectivement cartographié tous les profils des différents touristes de proximité, que ce soit au niveau territoire national ou les marchés de proximité, Belgique, Pays-Bas, etc. De manière, cette cartographie d'études, cette compréhension des besoins et des attentes, elle ne sert qu'à une chose, elle a un volet très opérationnel, très appliqué, qui est de pouvoir faire évoluer, constituer des offres de touristes les plus proches possibles des consommateurs et souvent en adéquation avec le positionnement touristique de la région. Voilà. Et la région de France est effectivement une région assez vaste, avec quelques points communs d'ailleurs sur la diversité et la richesse de la région modulo le climat avec C'est ça. les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Voilà, donc on a une expertise conso et une expertise également dans l'univers du tourisme. Et on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler sur le sujet Terra Aventura parce que on a découvert, et quand on l'appelle la magie Terra Aventura, vous allez voir au fil de la présentation que c'est vraiment ça qui ressort, une communauté qui est hyper captive, je dirais même addict au jeu, et qui est, vous le verrez au fil de la présentation, c'est un jeu qui est très très ancré, très imbriqué avec le territoire. Ça faisait partie des petites questions qu'on avait au démarrage en disant, c'est un jeu qui incontestablement embarque une belle dynamique, mais est-ce qu'on joue pour le jeu ou est-ce qu'on joue aussi pour la région? Et vous verrez que les deux sont étroitement associés et on a plein de belles choses à vous restituer. Ouais. Et c'est tout frais d'ailleurs, hein, c'est sorti, j'ai eu la dernière version Ce pas plus tard week-end. que ce week-end. Donc Valérie va vous présenter la méthode, mais c'est vrai que ça a été assez rapide. Et les résultats, vous êtes les premiers en fait à les découvrir. Donc vous avez la primeur, ça c'est chouette quand même. Je vais passer l'intro, puis après, Valérie, je te laisse prendre la main sur les Sur le slides. partage, voilà, ben, Et puis nous, on va échanger. Je rebondirai sûrement sur les propos de Valérie parfois, mais c'est surtout Valérie qui va vous présenter tout ça. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y veillerai et on essaiera de vous répondre au fil de l'eau. Voilà, donc effectivement, je suis ravie de pouvoir vous restituer les résultats de cette étude qualitative et quantitative, hein. On a bien les deux et on va. C'est un jeu qui est très imbriqué dans la découverte de votre territoire. En termes de juste en introduction, pour bien comprendre un petit peu le périmètre de l'étude, on a effectivement entamé un premier volet de compréhension du jeu, de sa mécanique, de ses points de force, de son ancrage dans le territoire sur un point de vue qualitatif. Donc, au travers d'une part, un forum de discussion qui a été mené auprès de joueurs, hein, et de joueurs issus des bases de jeu de chez Sophie, où on a interrogé les gens sur leur récit d'expérience, comment ils jouent, avec qui ils jouent, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui les fait vibrer dans le jeu. Et on a interrogé le quali, même si on est sur des petits effectifs de recueil, on est toujours très attaché à néanmoins sur les qui constituent le jeu. Donc, on a interrogé à la fois des seniors, des jeunes seniors, comme on dit, des familiaux et des jeunes adultes recrutés sur les bases. Et ensuite, ça, c'était un premier temps un peu de discussion structurée sur leur jeu, le rapport au territoire. Et ensuite, on a organisé des focus group qui étaient plus centrés sur les pistes de développement du jeu. Et donc là aussi, des focus group organisés par-ci pour approfondir les pistes de jeu. Ça, c'était la première étape. Et ensuite, on a structuré un questionnaire qui a été adressé sur la base des inscrits à la newsletter. Donc, on a du coup un périmètre d'interrogation qui reprend les joueurs de Terra Aventura, mais des joueurs qui sont inscrits à la newsletter. Donc sur une base d'envoi de 174 000, et on a eu un plutôt bon taux de réponse parce qu'on l'a fait dans un temps assez C'est ramassé. court, oui. On a eu un peu plus de 6 000 répondants, donc ce qui est en tout cas nous, dans notre registre de très bon taux de participation qui déjà augurait un petit peu l'appétence de la cible à la mécanique du jeu.
Donc voilà un peu planter le décor de l'approche de l'étude. La première partie, elle va être très centrée sur qu'est-ce qui fait qu'on ce jeu, on a appelé la magie Terra Aventura, parce qu'il y a vraiment un univers très, très puissant, très efficace et qui embarque la communauté une fois. Et vous verrez qu'il y a une belle redondance dans les parcours qui sont organisés. Et deuxième élément, au-delà de l'aspect communautaire et très intergénérationnel du jeu, il y a enfin, cette dimension aussi très intergénérationnelle, puisque ce jeu s'adresse vraiment à une très grande majorité de cibles, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu. Donc les premiers éléments un peu de magie, ils ont d'abord trait au jeu en lui-même, avec un univers fictionnel qui est très incarné et qui donne vraiment corps et vie au jeu. Et il y a un attachement qui est fort avec les personnages, les différents poys qui sont bien ancrés dans le jeu. Le côté narratif aussi qui est extrêmement bien construit, qui est très immersif, qui est très vivant, voilà, qui crée la relation avec les joueurs. L'écriture, le ton, l'humour, voilà, tout ça, ça installe une relation et un engagement assez fort. Vous avez quelques illustrations au fil du rapport de verbatim. J'adore les dialogues, je rigole à chaque fois, on les lit à voix haute pour tout le monde. Voilà, ça, c'est des éléments qui illustrent un petit peu ce côté univers fictionnel très incarné. Ensuite, on a une identité, une culture communautaire très forte. Les joueurs, ils se présentent vraiment comme une communauté. Et d'ailleurs, on va voir juste après que la dimension de viralité du jeu, elle est extrêmement prégnante et ça crée du lien au-delà même du jeu, puisque quand certains vont être amenés à se rencontrer, ils vont en parler à d'autres, ils vont se créer d'autres groupes. On va avoir effectivement une très souple des équipes de jeu, mais donc du coup, cette identité, cette culture communautaire qui sont vraiment très fortes. Il y a d'abord la première motivation, c'est se retrouver pour jouer ensemble. Et parfois, on a aussi des rencontres un peu spontanées sur le terrain qui, du coup, se transforment aussi en relations un peu plus amicales. Et puis, on fédère aussi une communauté sur les réseaux sociaux qui s'entraide. Alors, des fois, on verra, ils s'entraident un peu trop parce que ça un peu trop le sujet, mais en tout cas, il y a une communauté qui s'entraîne et cette communauté, elle est unie par cette espèce de mythologie partagée entre l'univers fictionnel des Poys et l'équipe de jeu. Comment on joue à ce jeu? Ben, c'est le bouche à oreille, l'extrême viralité, qui est le driver majeur de découverte du jeu. Entre amis, famille, collègues, c'est extrêmement puissant. Bien sûr, on a aussi les réseaux sociaux et bien sûr toute la dimension locale sous formes diverses et variées, que ce soit dans l'observation dans l'espace public, d'événements locaux éventuels, voire même de presse locale qui a pu pointer ça. En tout cas, la prédominance vraiment du canal de découverte, c'est vraiment le bouche à oreille des équipes de jeu. Des collègues de travail entièrement fans, puis un deuxième m'a dit il faut tester, déjà des amis accros. Voilà, c'est vraiment quand on les a entendus raconter leur première expérience de jeu, c'était vraiment cette dimension bouche à oreille. Et c'est pour ça Ensuite, que nous, peut-être juste une petite. C'est pour ça que nous, on est vraiment très vigilants sur la qualité de jeu, parce que pour créer du bouche à oreille comme ça, il faut vraiment qu'on ait une qualité de jeu qui soit vraiment au top, avec bah, des poils dans les gourdes, du SAV chez nous qui soit au top aussi, et c'est ce qui va générer derrière bah, du bouche à oreille positif, parce qu'on sait que l'expérience va être bonne, quoi. Ça, et on c'est va le voir important. que ça se traduit complètement sur le taux de satisfaction du jeu qui atteint des scores, disait à Sophie, quasi soviétiques. Donc on a en tout cas un jeu qui est vraiment multi-cible et qui s'adresse à pas mal de générations. On va le voir juste après.
Mais du coup, le fait que ça adresse bien du multigénérationnel, c'est qu'on a aussi des portes d'entrée, des déclencheurs au jeu qui sont assez multiples. D'abord, on est sur une activité euh, qui promeut le vivre ensemble, le jouer ensemble. Et ça, c'est un premier élément très important. C'est une autre façon de découvrir la région. Et vous verrez que le côté autre, il est très intéressant parce qu'il a plein de facettes différentes. Et puis, il y a des éléments d'accessibilité du jeu qui sont très importants. C'est une activité simple, gratuite, immédiate. Et la gratification du jeu, elle est aussi immédiate et valorisante. Et là, vous avez quelques verbatims, mais on voit bien que le côté découvrir ensemble la région sur un mode ludique, voilà les piliers du jeu, et par ailleurs boosté par de l'accessibilité et de la gratification, et tout ça dans un univers fictionnel qui est super engageant, super intéressant et qui donne bien sûr envie de revenir. On va y revenir juste après. Donc on a une dynamique de jeu qui est efficace et avec des motivations à jouer qui tiennent autant au jeu qu'à la région. Et ça a vraiment été notre point d'étonnement, pardon, de voir à quel point il y avait autant de motivations liées au jeu que de motivations liées à la découverte de la région. Et on leur a demandé dans la dimension un peu quanti de pouvoir venir pointer les 5 premières raisons, les 5 premières motivations à jouer. Et là, on a extrait les motivations les plus importantes exprimées par les participants, par les joueurs. Eh bien, vous voyez qu'on a un bloc de motivation raison liée au territoire, à la région et raison liée au jeu, qui est à peu près équivalent en termes de pondération. On a bien le découvrir, voire le redécouvrir la région de façon ludique. La deuxième dimension, découvrir des lieux méconnus ou insolites. Ce côté un petit peu insolite, il est aussi très important. Le côté collection des poys, partager un moment avec ses proches et aussi mixer une activité et la dimension culturelle, résoudre les énigmes de façon ludique, explorer la région de manière douce, sans pression, pour apprendre, pour s'instruire. Voilà. Et on voit qu'on a un univers de motivation qui est d'une part très riche, très diversifié et qui est très lié et au jeu et à la découverte de la région. Et ça, c'est vraiment un socle assez puissant sur le jeu. D'ailleurs, on dit souvent, on entend, ils lisent pas, ils jouent vite, etc. Et finalement, quand on les questionne pour avoir assisté aussi au focus group, hein, on voit que c'est pas tout à fait ça. En fait, effectivement, il y a sans doute une part de joueurs qui lisent pas, mais globalement, en fait, ils sont plutôt très attentifs à la scénarisation et au contenu qu'on intègre dans les différents parcours. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on a pu parfois dire autre chose, alors que finalement il y a vraiment, enfin, Valérie, tu peux en témoigner, hein, ils sont, et on le voit bien, là, à hauteur de quasiment 30% des raisons pour lesquelles ils apprécient jouer à Terra Ventura. Donc, et il faut qu'on Il y a soit ce toujours dans côté, cette logique, hein. il y a ce côté apprentissage, instructif, Ouais. culturel, patrimonial sur la région et on va le voir derrière. Et c'est associé au mode ludique. Donc c'est vraiment cette association de découvrir et l'occasion de le faire ensemble, que ce soit en famille, entre amis ou entre ou autre. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce combo-là qui est puissant. Un ludique intelligent qui est avec un beau narratif, des découvertes un peu insolites de la région. On apprend des choses et on s'amuse et on le fait ensemble, on passe un bon moment ensemble. Donc ce combo-là, il est vraiment hyper puissant. Et après, on va voir qu'il y a des petites nuances les motivations selon les cibles. Bah, entre les familiaux, les jeunes seniors et les jeunes adultes, on peut avoir des dominantes qui sont plus ou moins exacerbées sur ces motivations-là, qui restent des motivations transverses. Ensuite, quand on fait un point là, et spécifiquement sur le jeu, bah, on voit bien qu'effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, là c'est la puissance aussi des éléments d'activation du jeu. L'activité, elle est gratuite, elle est
pour tous les âges, donc c'est une activité qui est accessible et on a des énigmes et des parcours qui sont bien construits. Et puis il y a cette dimension un peu collectionniste au travers des poils et des badges qui là aussi est un point très, très important. Et je vous ai rajouté le côté instructif du jeu qui est encore recité là à hauteur de 36%. Voilà, donc il est dans les motivations globales à jouer. Et puis quand on focus particulièrement sur le jeu, il ressort à nouveau. Ensuite, quand on regarde sur les parcours, et ça, c'est toute la magie aussi de ce jeu-là, il y a la mécanique narrative, etc., mais les parcours ont été aussi bien, bien décortiqués. C'est des parcours qui majoritairement sont très efficaces et qui parviennent à combiner ce qu'on a appelé un peu différents quatre critères d'enchantement majeurs. D'abord, ça permet de pointer des sites esthétiquement remarquables, que ce soit en termes de paysages, de points de vue, de beaux villages. Voilà, et là, on vous a mis quelques exemples de villages qui ont été, ou d'éléments de point de vue qui ont été pointés comme étant particulièrement remarquables. Donc, c'est une façon de découvrir la région sur une certaine dimension. Ensuite, il y a cette dimension de découverte un peu insolite, que ce soit sur l'histoire, la culture de la région, et en mode ludique. Donc, on n'est pas en mode professoral, on est en mode ludique. Donc, ça, c'est vraiment aussi la magie. J'adore quand on comprend pourquoi un village a été construit comme ça ou les raisons d'une tradition locale. Donc, ça met en exergue des éléments un peu insolites sur le territoire et de différentes dimensions. Ça peut être patrimonial, ça peut être nature, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ce côté un peu découverte insolite, histoire et culture de la région est un pilier. Ensuite, bien sûr, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la construction des énigmes hein, qui sont originales, drôles, et puis le sujet de la carte qui est toujours le grand challenge, qui fait toujours un sens et surprenante, et qui du coup, il est important de ne pas la dévoiler, et quand éventuellement quelques-uns la dévoilent au travers des groupes ou des commentaires ou autres, alors là, c'est La cata. c'est la cata et c'est un irritant total. Mais pourquoi, voilà, il ne faut pas dévoiler le sujet. Donc là, on voit bien un peu toute la dynamique du jeu. Et puis, comme l'évoquait Sophie tout à l'heure, cette dimension, elle s'inscrit dans la durée et elle permet de garantir une satisfaction des joueurs avec des formats de parcours qui restent bien calibrés, des progressions aussi dans le parcours qui est cohérente et qui est fluide, et puis dans le côté un peu qualité d'entretien du parcours et des caches. Là aussi, globalement, c'est des choses qui sont importantes et qui contribuent bien à satisfaire, donner envie d'en faire d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a, du coup, là, c'est des éléments qu'on a mesurés dans le quanti. On a une note de satisfaction moyenne qui est de 9,2 sur 10. Donc, voilà, là, on est vraiment au taquet sur la satisfaction sur le Ensuite, on a sur le côté un peu recommandation, et on voit bien que la viralité, elle a été très, très importante. Avez-vous envie de recommander le jeu? À 95%, ils déclarent avoir tout à fait envie de déclarer le jeu. Et à chaque fois, on a pris les notes les meilleures. Hein. On n'a pas pris le moyen, on a pointé la note la meilleure. Et puis ensuite, et surtout, ils ont envie de poursuivre l'expérience et de continuer à jouer. Il y a vraiment une dimension dynamique de jeu, avec ce côté aussi un peu collectionniste hein, qui ressort et qui est intéressant. Donc voilà, on voit qu'on a des contenus de jeu qui sont assez efficaces et qui entretiennent et dans la durée, et qui a une très bonne relation et puis surtout une fidélisation potentielle. Une fois qu'on rentre dans le jeu, on a surtout envie de continuer à y revenir. Et du coup, j'en profite quand même, si tu me permets, de remercier tous les offices de tourisme qui sont présents là et puis tous les partenaires parce que
clairement, ce taux de satisfaction tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est grâce à vous tous et à votre engagement et à l'engagement aussi de Proximite qui est à nos côtés depuis le début. Et vraiment, bah, un grand merci, j'en profite parce que c'est quand même chouette d'arriver à produire un tel produit Mm. qui marche et qui fonctionne et qui a un taux de satisfaction à cette hauteur-là. C'est quand même assez rare, hein. Donc, vraiment bravo à vous. Voilà, j'avais besoin de le dire quand même. Et tu as raison, parce que nous qui faisons quand même pas mal d'études sur des offres diverses et variées, on a rarement ces taux-là de satisfaction, de recommandation, et on a un produit qui est quand même assez large en termes de cible. Ça aussi, c'est un petit gage pas toujours facile à atteindre, mais en tout cas, on a ce côté jeu multi-cible qui adresse bien différentes générations. Et on va voir dans les chiffres qu'on a des pondérations, on a des cibles qui sont un peu plus prioritaires, comme les familiaux, voir les seniors et les familles. On va voir que le jeu avec les enfants, c'est hyper important. Néanmoins, on a interrogé dans le CALI des jeunes adultes pour pouvoir voir dans quelle mesure le jeu pouvait aussi être appétant, bien appétant sur cette cible-là. Et on voit qu'on a des ressorts tout à fait aussi intéressants sur ces cibles-là. Donc, on voit bien qu'on a des ressorts qui sont transversaux et on va avoir quelques aspérités selon les cibles. Par exemple, sur les seniors, on va avoir la dimension culturelle qui va être un peu plus prédominante, plus importante, associée à une promenade aussi utile et le plaisir de se réapproprier son temps. Donc, une autre façon de vivre le jeu, hein, et donc là, du coup, il va y avoir des attentes un petit peu spécifiques sur cette cible-là, mais la balade utile, l'exploration douce, la découverte locale, patrimoine et culture, le temps retrouvé, voilà un peu des mots-clés bien cette cible-là spécifique. Les familiaux, c'est vraiment le fait de faire l'activité ensemble avec ses enfants. Et à un moment où on est dans une dimension écran très importante, c'est aussi une alternative d'être ensemble sans écran, même s'il y a l'appli qui reste plus ou moins partagée pour faire le jeu. En tout cas, c'est partager un autre temps ensemble et c'est vraiment ça qui va dominer sur cette cible-là, en extérieur, dans un mode convivial et gratuit, en week-end, en vacances, occuper les enfants, les faire bouger en plein air, le partage familial, se rassembler, la chasse au trésor. Donc là, on voit que la dimension ludique est aussi très importante. Et initier les enfants à la découverte de la région, leur apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, là, c'est un autre angle d'attaque, mais qui est aussi très intéressant pour les parents. Et les jeunes adultes, eux, vont être un peu plus dans le social, la dimension sociale va être un petit peu plus forte, avec un goût des défis et des découvertes originales un peu plus exacerbé. Voilà, donc on voit bien qu'on a un socle transverse et des aspérités un peu différentes sur les cibles. Et là, la dimension ludique va être plus forte, le côté gamification, le côté défi aussi. Donc là, potentiellement, dans les pistes de développement, on va pouvoir se dire, bah, là, on a des orientations claires pour développer éventuellement des choses un peu plus spécifiques sur différentes cibles pour continuer à ratisser assez large sur le jeu. Donc voilà, on a cette ouverture très multi-cible du jeu. Et quand on regarde un peu plus précisément dans les données quanti ce que ça donne, ben on voit bien ça concrétise bien ce jeu intergénérationnel d'une part et bien populaire d'autre part. Donc ce qui est intéressant quand on est quand on regarde le profil des joueurs, on a effectivement deux cibles majeures qui sont les 30-49 et puis les 50 ans et plus. Donc ça, c'est deux cibles importantes qui sont, et on le verra après, particulièrement liées à des équipes de jeu avec des enfants de toute génération, mais particulièrement sur les 6-12 ans. On a en tout cas dans le profil des gens interrogés, on a un peu plus de femmes
qui jouent, ou en tout cas qui se déclarent joueurs. Et c'était intéressant dans les focus group parce que Elles prennent le lead, hein. Les elles femmes, elles prennent le prennent le lead, lead. hein. Elles sont très Bah, engagées. une fois n'est pas coutume, les femmes prennent le lead Ouais. sur ces sujets-là. Et en tout cas, dans les focus group, souvent on avait des couples, mais c'est la femme qui drivait l'inscription au jeu. Voilà. Mais du coup, on interrogeait souvent, elles étaient à deux, alors qu'en fait, elles étaient couples, alors qu'en fait, il y en avait un qui était plutôt inscrit dans la base. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est bien réparti. On a une assez bonne couverture des CSP, hein. Alors, on n'est pas tout à fait en phase avec le côté un peu national, mais on a quand même une bonne pondération de CSP, de CSP+, également. Et du coup, voilà, on n'est pas, on est quand même Et ça, c'est assez nouveau, hein. C'est ce que je te disais, Valérie, c'est que nous, sur les précédentes études, on avait plutôt ce sentiment. Alors, les précédentes études, elles datent de 2019 et on avait une en 2022, donc ça reste, c'est vieux finalement à l'échelle de Terra Ventura. Et on voit que là, les CSP+, et intermédiaires, il y en a plus que ce qu'on a pu repérer au tout début de Terra Ventura. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a, du coup, ce qui expliquerait aussi, on verra tout à l'heure, mais sur les séjours, puisqu'on est plutôt sur des CSP plus et intermédiaires, ce qu'on avait un peu moins dans les précédentes études. bah, je pense qu'à partir du moment où le jeu s'élargit, il s'élargit aussi à toutes les, Ouais. les CSP. Et donc, en tout cas, là, on voit qu'on est sur quelque chose qui se rapproche un peu plus de la population française, même s'il y a quelques spécificités. Et puis là, en tout cas, sur la base des joueurs, hein, qui sont inscrits à la newsletter, il faut avoir en tête ce périmètre-là de jeu. On a plutôt des gens qui habitent en Nouvelle-Aquitaine, et donc du coup, de leur région d'habitation est à plus de 80% en région Nouvelle-Aquitaine, pardon, je vais y arriver. Et puis on a un peu moins de 20% qui viennent pas de la région, mais il faut avoir en tête qu'on est là sur la base des inscrits au jeu. Voilà. Et donc, ce qu'on n'a pas là dans le profil des interrogés, c'est les gens qui viennent juste une fois et qui s'inscrivent pas au jeu. Voilà. Donc, cette dimension-là, on l'a pas, mais donc on voit bien Ouais. qu'on a une dynamique, une Parce que dans la dynamique. base, on est plutôt autour de 25, 75, 25, mais c'est assez proche, hein, sur la base de jeux réels. Donc là, on a un Voilà, donc ça petit... veut dire que le delta, c'est des gens qui ne se sont pas inscrits à oui, la c'est ça. newsletter. Ensuite, on a les familles avec enfants et tous âges confondus, c'est vraiment une cible majeure, hein. Quand on les a interrogés sur, en général, enfin, avec des enfants, quels que soient les âges. Et même si on a une grande majorité d'enfants dans les équipes de jeu qui sont plutôt entre 6 et 12 ans, pour autant, on a quand même des enfants qui sont entre 13 et 17, puisqu'on en a 30% qui ont entre 13 et 17. Donc, c'est des métriques importantes à avoir en tête sur l'accessibilité, la difficulté des parcours. Et en tout cas, quand on joue à 70% avec les enfants, ça veut dire qu'effectivement, il faut penser à l'adaptation aussi des parcours sur ces cibles-là et aux contraintes de jeu ou d'équipement par rapport aux enfants. Ensuite, on les a interrogés sur les 12 derniers mois, en moyenne, combien d'adultes vous étiez par parcours. Donc, en moyenne, ils sont à 2,3 adultes par parcours. Et pour les adultes qui jouent avec les enfants, il y a une moyenne de 2 enfants. Voilà, donc c'est des métriques intéressantes à avoir en tête, hein, ce qui veut dire que le nombre moyen si on considère adultes et enfants, ben on est au-delà de 3 participants, enfants compris, par équipe de jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu, on y joue de différentes façons. On y joue avec son conjoint, on y joue avec ses enfants directs, on y joue avec ses amis, on y joue avec ses petits-enfants, et on y joue aussi en solo, hein. On a
en solo, on est 11% et on a eu dans les groupes interrogés de ces profils-là qui, du coup, donnent aussi une dimension sociale. Voilà, donc il y a de différents contextes de jeu qui fait que c'est super intéressant. Et en tout cas, le jeu, il est bien pointé aussi comme étant très intergénérationnel. On peut jouer en famille nucléaire dans un premier temps et puis ensuite jouer avec ses grands-parents ou jouer avec d'autres amis. Cette modularité-là dans les équipes de jeu, c'est quelque chose d'intéressant. Et ben, en spontané, ils évoquent qu'à plus de 80%, les joueurs estiment que Terra Ventura s'adresse vraiment à toutes les générations. Ensuite, il se pratique quasiment toute l'année, hein, même si on a un pic d'activité sur le printemps-été et des périodes creuses en hiver. On leur a demandé un petit peu, sur la même façon, au cours des 12 derniers mois, à quel moment ils ont joué, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible, parce qu'on va voir que c'est une autre de leurs spécificités, c'est qu'ils font beaucoup de parcours. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent quasiment toute l'année. Et qui s'inscrit dans le quotidien. Là, ce qui nous intéressait aussi de pointer, c'est comme on a quand même des cibles famille, est-ce qu'ils jouent uniquement pendant les périodes scolaires? Est-ce qu'ils jouent en dehors des périodes scolaires? En fait, la majorité joue un peu dans les deux périodes, en période scolaire et hors période scolaire. Et ça vaut également pour les familles, puisque 73% d'entre elles déclarent jouer sur indépendamment de période scolaire ou pas. Et puis, en tout cas, et c'était là pour aussi un point un peu atypique qui nous a bien étonné, c'est que au cours des 12 derniers mois, les participants ont le plus souvent effectué une dizaine de parcours. Donc, on est sur des moyennes assez élevées, qui est certainement aussi relié à la base interrogée, puisque c'est quand même des inscrits, donc des profils déjà engagés dans le jeu. Mais on a été étonné du nombre de parcours très élevé déclarés. Donc, nous, dans la base, on est autour de 6,5. Mais du coup, on voit bien que dès qu'un joueur est engagé, comme là, à la base, qui a été interrogé, on passe très vite à des scores qui sont hyper importants, hein. Valérie était très surprise parce qu'il y avait des joueurs qui avaient mis jusqu'à 300, je crois, parcours. Donc, on Ouais, disait, c'est peut-être un truc qui va pas quand même. Mais non, en fait, on sait hein, qu'on a des joueurs. Il y a Agnès et Floris sont là. Dans le webinaire et pourraient témoigner, hein. On a des joueurs qui font 300 parcours, ils commencent et puis ils vont faire 300 parcours dans l'année, quoi. Donc, on a vraiment une espèce on peut dire que c'est une bonne addiction. Oui, c'est pas le terme addiction, mais dans la façon de verbaliser ça, il y a un petit peu de ça. Ouais. Et ce qui est intéressant quand on travaille dans le tourisme comme nous, c'est cette idée d'avoir une fréquentation à la fois pendant les vacances scolaires et à la fois en dehors des vacances scolaires. Donc, c'est vrai que on voit bien sur les périodes printanières ou d'automne, ou même cette année, là, le mois de juin a été un bon mois. Alors qu'actuellement c'est plutôt différent et là on voit bien qu'on a vraiment réussi à décloisonner en fait la fréquentation sur l'ensemble de l'année. D'ailleurs on fait plus de promotions Terra Ventura en période sur les ailes de saison que sur l'été aujourd'hui et ça fait partie des stratégies parce que les territoires ont cette stratégie-là, quoi. Évidemment, quoi. Et comme on est sur un angle de visite, de découverte du territoire, un peu sur un autre mode que là où tout le monde visite, du coup, c'est quelque chose qui s'étale toute l'année. Alors, il y avait une petite question spécifique sur comment vous jouez avec combien de points par équipe? On a plus de 50% des répondants qui utilisent un seul compte pour toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment lié aux différentes configurations de jeu des équipes, hein. Quand on est en famille avec des enfants entre 6 et 12 ans, là, effectivement, on va jouer avec un seul compte. Et après, en fonction
Et là aussi, du caractère plus ou moins addictif, on va pouvoir multiplier ou pas les comptes, hein, vouloir jouer avec un seul compte, et c'est le cas pour un quart de l'effectif, c'est un joueur, un compte. Et puis ensuite, on a effectivement d'autres équipes qui utilisent plusieurs comptes dans l'équipe. Donc il y a une diversité de pratiques là-dessus, et qui est vraiment liée aux différentes configurations des équipes, en fait, et sachant elle peut aussi varier au sein d'une même famille. Et donc, pour celles qui utilisent plusieurs comptes qui utilisent, pardon, un compte par équipe, on a effectivement 3,4 joueurs par compte. Et là, on peut dire, moi j'aime bien ce terme, mais qui sont un peu polyamoureux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir jouer en fonction d'avec qui ils sont. Donc, et on sait qu'il y a pas mal de répétitions d'ailleurs, hein, si on a un Mm. parcours à côté de chez soi et qu'on adore Terra Aventura, ils le disaient, ils amènent de la famille, des amis pour fréquenter le parcours avec eux. Et là, ils vont pas se reloguer et pourtant, ils vont encore fréquenter. Donc ça, c'est intéressant parce que plus en fait on est engagé dans le jeu, on le sentait très bien dans les focus group, hein, plus on est en capacité de créer ce bouche à oreille qu'on a vu tout à l'heure et d'amener des partenaires enfin des collègues, des amis, de la famille à redécouvrir Terra Aventura sur un parcours de proximité en fait, hein. Il y a vraiment une espèce de lien qui se crée parfois avec leur propre parcours sur leur village où ils habitent. Donc ça, c'est marrant aussi. Ensuite, bon, là, c'était aussi un petit complément sur est-ce qu'ils vont jusqu'au bout. Donc, effectivement, on a une grande majorité qui terminent systématiquement le parcours. Donc, il y a 93% des joueurs qui, en tout cas, déclarent systématiquement terminer le parcours. Voilà, donc là, c'est un peu lié à la mécanique du jeu et au profil des joueurs. Ensuite, on a zoomé plus spécifiquement sur la dimension territoire. On a vu que c'était une composante importante dans la motivation à jouer. Et là, on a regardé plus spécifiquement les éléments d'image, ce que ça amène. Et puis, on les a aussi interrogés sur les consommations en région sur leur dernier séjour effectué. Donc, on a d'une part un impact qui est intéressant à deux niveaux. Ça joue sur la fierté d'appartenance à la région, notamment pour les habitants. Et puis, ça joue aussi sur l'image. On a un jeu qui valorise la fierté d'appartenance. On a plus de 53% des répondants qui déclarent que le jeu a renforcé la fierté d'appartenance à la région. Et comment ça peut jouer? Ben, effectivement, on va valoriser des éléments de la région un petit peu différents. On a le côté découverte un petit peu insolite. Donc, il y a ce côté découverte un peu intelligent. Et donc, du coup, ça renforce la fierté d'appartenance à la région. Et puis, on voit que c'est aussi un outil puissant pour faire parler de la région, valoriser les différentes dimensions du territoire. Et avec des éléments d'image assez intéressants sur le côté de proximité, d'un tourisme qualitatif, avec une incarnation bien intéressante sur le plan humain, et également inscrit dans le respect de l'environnement et de la nature. Donc on a des éléments d'image, de tourisme super intéressants, et là on a quasiment 70% des répondants qui déclarent avoir une meilleure image de la Nouvelle-Aquitaine après avoir joué au jeu. Et on va voir après que les joueurs, ils jouent bien sûr dans leur territoire, dans leur département d'habitation, mais également dans tous les départements de la région. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils ne restent pas non plus cantonnés à leur territoire. Donc ça, c'est le côté impact image, fierté d'appartenance et meilleure image Et on a vu aussi que sur certains éléments, et là on a forcément pointé les éléments qui étaient les plus parlants, c'est aussi un levier de découverte ou de redécouverte locale assez puissant, et qui permet aussi de créer du mouvement, parfois dans des zones qui sont moins connues, moins sous les spotlights de la Nouvelle-Aquitaine. Donc une occasion pour les joueurs d'arpenter des territoires qu'ils ne connaissent pas forcément, en proximité de chez eux. Terra m'a fait découvrir des villages que je n'avais jamais visités. Il y a plein de coins
coins autour de chez moi que je n'aurais jamais visité sans Terra. Et en même temps, c'est sur un mode d'exploration douce qui fait prendre conscience aussi de la grande richesse du territoire, de sa culture, de son environnement, que ce soit en termes de villages, bastides, trésors architecturaux, patrimoniaux, tunnels, forêts. Enfin, on a une très grande richesse du territoire qui est bien valorisée par le jeu et une porte d'entrée vers la région aussi pour les nouveaux habitants. On en avait quelques-uns qui étaient arrivés récemment dans la région. Je suis arrivée il y a 2 ans et Terra m'a permis de découvrir ma région petit à petit sans me lasser. Voilà. C'est un vrai guide d'intégration à la région. Donc c'est un beau verbatim. Ensuite, on a ces éléments-là qu'on a fait émerger dans le cahier, on a été les pondérer dans le questionnaire Quanti, et on leur a demandé dans quelle mesure le jeu Terra Ventura valorisé, et particulièrement, on avait une échelle d'évaluation beaucoup, un peu, moyen, pas du tout. Et donc à chaque fois là, on a fait ressortir les pourcentages qui valorisaient beaucoup les éléments du territoire par le jeu. Donc ça valorise très fortement la destination touristique de la région. Ça valorise beaucoup les villages, le patrimoine rural, la diversité des paysages et de la nature, le patrimoine culturel et la diversité des lieux à visiter. Donc, c'est vraiment une mise en lumière globale de la richesse de la Nouvelle-Aquitaine, tout ça sur un mode ludique. Et c'est ça qui est intéressant et un peu spécifique, c'est cette dimension ludique du jeu. Avec effectivement, une communauté de 2 joueurs qui consomment en région. Alors, comment ça se passe? On voit, quand on les interroge un peu en spontané, ils nous disent c'est un jeu qui structure de nombreux séjours, week-ends ou excursions. On a même certains joueurs qui étaient très assidus qui disent, mais moi, j'organise mes destinations selon la présence de parcours Terra Aventura, et ils vont même jusqu'à adapter leur choix d'hébergement, de location de gîte, de choix de nuitée, etc. Et puis, il y a même des petites logiques de road trip qui s'organisent jusqu'à l'achat de matériel adéquat. On a acheté un petit van un peu pour ça aussi. Voilà, il y a un petit côté road trip qui s'organise. Lors des séjours, on prend un hôtel, on visite la ville, on fait les magasins. Voilà, donc on voit bien que à cette occasion-là de jeu, c'est l'occasion d'organiser un séjour à la journée, un peu plus qu'à la journée. Et pas simplement ça, et on va le voir ensuite dans les chiffres, c'est que même courtes, les excursions présentent aussi souvent des occasions de découvrir le commerce et les spécialités locales, qu'elles soient en restauration, que ce soit en activité de découverte ou de loisirs, voire achat de souvenirs ou produits locaux. Voilà, c'était super sympa. On a mangé une glace, on est resté sur la place du village, on a mangé dans un resto près d'un parcours, ça fait une sortie. Ce qui est chouette, c'est qu'on découvre un lieu et qu'on y sent, si on s'y sent qu'il y a quelque chose d'autre à faire autour, on s'arrête et on fait l'activité. Donc, c'est pas une activité qui est strictement autonome, elle diffuse aussi et aussi sur le plan des consommations. Et donc, on les a, dans la partie quanti, on est allé un peu pondérer ça, donc en leur demandant sur leur dernier parcours comment ça s'est organisé, sous quel format vous y êtes allé. On voit que sur la base interrogée, on a quasiment 70% de séjours qui s'organisent en journée ou en demi-journée, donc ça c'est le majeur, mais on a un tiers avec un hébergement en majeur payant, mais aussi à hauteur de 8%, en majeur, à hauteur 8% qui sont des hébergements gratuits, résidences secondaires, familles, amis, etc. Mais donc, on a un peu plus d'un tiers qui sont réalisés en hébergement, et on les a interrogés sur le nombre de nuits du séjour. On voit qu'on a quasiment 70% qui sont autour de 2 ou 3 nuits, mais on a aussi des répondants qui font 7 nuits et plus, c'est pour ça qu'on vous les a pointés. Ensuite, quand ils sont en hébergement payant, sous quel format ils sont?
on voit que le majeur reste la location, suivi du camping, de l'hôtel, du gîte. Et puis et après, bon, on a regroupé le autre. Donc on voit bien qu'on est quand même en majeur sur des hébergements plutôt accessibles sur le plan économique. Et les séjours sont, là en l'occurrence, séjours au sens large, c'est 3,5 personnes en moyenne. On les a interrogés aussi un peu dans le cadre de Focusé, parce qu'on est sur là du déclaratif, et donc pour que ce soit plus juste, on les interroge toujours sur le dernier séjour, quel niveau de dépense, souvenez-vous du niveau de dépense réalisé, tout confondu, donc hébergement, restauration, transport, etc. Et donc on les interroge. Donc il y a un budget moyen pour les séjours avec hébergement payant qui est de 466 €, 171 lorsqu'on est sans hébergement, et 45 € lorsqu'on est en sortie. Et là, on mixe journée et demi-journée. Et vous avez la répartition du budget moyen par tranche. On voit que c'est pas concentré uniquement, c'est assez réparti sur les différents montants. Et on a des montants moyens, des montants un peu supérieurs également. Et on n'a finalement qu'un tiers sur les dépenses à la journée qui déclare ne faire strictement aucune dépense dans le territoire. Et ça, il faut rappeler quand même que si on vient sur la slide séjour, c'est 2 jours, hein, la plus forte, enfin c'est celle d'avant, ouais. On Oui, voit 2 nuits en fait. oui, Parce que des exactement. fois, on a le spectre semaine, mais non, on est bien sur des dépenses entre 1 et 2 nuits, quoi. Oui, tout à Et fait. 3 nuits, quoi. Voilà, après, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on l'avait évoqué en Cali, mais du coup, on l'a aussi pointé, c'est que, bien sûr, quand on joue en séjour, journée ou hébergement, bah forcément, il y a de la restauration, de l'hébergement et du transport, mais pas que. On voit bien que ça consomme aussi souvenirs, shopping, sites touristiques payants, activités sportives payantes, donc on n'est pas focus juste sur le jeu, et rien que le jeu, bah, on ouvre aussi un petit peu le sujet, et on consomme de différentes façons. Donc ça, c'est intéressant parce que toutes les activités ne se prêtent pas forcément à ça. Ensuite, le jeu est quand même un fort déclencheur de sorties et séjours en région. On évoquait tout à l'heure, dans le profil des répondants, on a 65% qui habitent en Nouvelle-Aquitaine et qui a joué dans son département et en dehors. Donc on ne reste pas dans son département d'habitation, on va jouer dans l'ensemble du territoire en très grande majorité, et ça c'est important. Ça illustre bien le côté découverte que les joueurs pointaient en Cali. Là, il s'est traduit en termes de chiffres. Donc, c'est un beau levier d'exploration de l'ensemble du territoire. Et puis, lorsqu'on leur pose spécifiquement la question, est-ce que le jeu vous donne envie d'effectuer une sortie ou un séjour dans la région Nouvelle-Aquitaine? Là, on a pris le oui, tout à fait. Et on a 72% qui déclarent que Terra Aventura leur donne tout à fait envie de visiter la région dans différents formats. Donc, il y a un accélérateur d'intention de visite et qui est vraiment lié à la dynamique du jeu tel qu'on l'évoquait. C'est-à-dire ça permet de faire découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas, le côté insolite, le côté instructif, le côté activité ensemble, tout ça dans un mode ludique. C'est vraiment cette mayonnaise-là qui fait que les gens ont envie, on joue une fois et ont une très grande envie de rejouer et de découvrir sa région au travers de ce jeu-là. En synthèse, on a démarré par le côté un peu la magie Terra Aventura, et franchement, le terme n'est pas trop fort. En synthèse, dans les messages qu'on avait envie de vous restituer, c'est que au-delà d'un jeu, il y a vraiment c'est une vraie marque qui est installée avec une communauté très forte et qui est très ancrée dans la région.
Et comment on a envie de synthétiser ça? Là, on vous a remis un petit peu un petit nuage de mots-clés qui sont exprimés par les consos. Donc, au-delà du jeu, il y a un vrai pouvoir de marque. Et Sophie rappelait l'ancienneté de la marque 15 ans. Ben voilà, tout ce travail-là, il se restitue au travers des verbatims et des insights de consommateurs. Le côté partage, joie, patrimoine, défi, amis, balade, histoire, quête bonus, nature. Vous voyez, on voit bien gourde, on voit bien que là, on retrouve bien dans les principaux mots-clés qui sont exprimés par les consommateurs, la force du jeu. Et donc, dans cette qui est devenue une vraie marque, avec, nous semble-t-il, trois composantes majeures de cette identité de marque, à la fois la puissance, l'efficacité du jeu, la richesse de sa mécanique, le côté narratif qui est hyper particulier, hyper spécifique. Et pour avoir été dans d'autres salons de tourisme en région, etc., ça a souvent été, c'est souvent un exemple qui est pointé. Ah, mais en Nouvelle-Aquitaine, il y a Terra Aventura et c'est vraiment un jeu très puissant. Donc il a aussi la réputation est aussi dans d'autres régions. Et puis le troisième point qui est super important de cette marque, c'est que c'est une marque qui est ancrée dans son territoire. Donc on a une image qui est très positive de la marque, une satisfaction qui est élevée et avec un bel éventail de bénéfices pour les joueurs. Voilà ce qu'on avait envie de vous restituer, à la fois sur le côté qualitatif et avec quelques éléments quanti et des résultats qui sont vraiment qui sont au-delà de ce qu'on a de l'habitude d'avoir sur des perceptions d'offres touristiques. Et là, avec une dynamique de jeu et qui est jeu dans la région, dans le territoire, qui est vraiment... les deux sont très imbriqués. À vos questions. Ouais. Moi, je voulais en profiter peut-être avant de passer aux questions, de remercier tous les partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure, et je tiens à remercier aussi mes collègues qui travaillent au quotidien pour que tout ça se passe bien et qu'on ait des taux de satisfaction qui soient top. Donc, je remercie vraiment les collègues les plus proches qui sont Agnès et Florie, et puis après l'ensemble du staff du CRT qui peut œuvrer aussi, en particulier sur le SAV, qui sont peut-être présentes, Yasmine, Rosario, Maroun, Mireille et Sarah. Et c'est vrai que sans ce travail et cet engagement au quotidien, ce serait difficile. Donc c'est vraiment l'engagement de tous. Et c'est un peu ce qui fait la spécificité de Terra, hein, c'est d'avoir une gouvernance partagée à l'échelle régionale. C'est aussi une des actions quasiment uniques, je pense même en France, de partage comme ça, où on a quasiment tous les offices de tourisme partenaires, tous les départements, que je remercie aussi, et la région qui est présente. Donc, c'est un peu un bravo à tous, hein. On s'attendait à ce que l'étude soit top, mais peut-être pas à cette hauteur-là, j'avoue. Parce que là, vraiment, ça fait du bien aussi de voir tout ça et de voir l'engagement dans un projet comme ça permet aussi d'avoir des résultats à la hauteur, quoi. Donc, merci à vous. Du coup, je vais passer. Alors, j'ai eu quelques questions. Donc, il y avait il m'a dit qu'il nous demandait comment étaient calculés les 3,4 joueurs par compte. Donc, je lui ai répondu, et tu peux compléter, c'est lié à l'enquête quantique qui a été mise en place, et de Oui. savoir justement combien, parce qu'on voit bien qu'ils jouent un peu différemment d'une fois à l'autre. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Valérie, par rapport à ça. Non, là en l'occurrence, là on est sur le profil des joueurs qui sont inscrits à la newsletter. Et du coup, là, c'est vraiment leur réponse, le déclaratif qu'ils font sur les 12 derniers mois. Donc voilà, et j'avais une question aussi sur les parcours plus ou moins ou peu fréquentés. Alors on fait pas ce travail-là, on n'est pas du tout dans une logique de compétition parce que chaque territoire est différent.
On a des fois, il y a des territoires qui sont plus éloignés aussi des bassins. On n'a pas parlé de l'origine des joueurs, mais si on parlait de l'origine des joueurs, on voit que massivement, ils sont, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis récemment, ils sont majoritairement girondins. Ensuite, c'est la Charente-Maritime, puis de Sèvres, Vienne. Donc forcément, quand on est un peu éloigné de ces bassins-là, bah, des fois, c'est un peu plus difficile d'attirer des joueurs. Donc c'est notre travail à nous, l'équipe Terra Aventura, justement, de pousser les parcours qui sont un peu moins dans le spectre pour générer des flux partout en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, c'est bien ça notre enjeu, quoi. Mais on va pas, on n'a jamais fait ça et je pense pas qu'on le fasse un jour, de mettre en compétition les parcours et les territoires entre eux. C'est vraiment pas le projet. Terra Aventura, c'est un projet de solidarité entre les territoires. C'est certainement pas de se mettre en compétition. Par rapport au fait donc pour candidater, parce que je crois qu'il y a des personnes qui souhaitent candidater, il faut se rapprocher de son office de tourisme. C'est vraiment la base. Aujourd'hui, Terra Aventura, c'est porté par les offices de tourisme et on souhaite que les communes qui ont des projets se rapprochent de leur office de tourisme parce que c'est bien dans le cadre d'une stratégie de développement touristique que Terra Aventura s'intègre et s'inscrit. Donc, pour nous, les opérateurs du développement touristique dans les territoires, c'est principalement les offices de tourisme. Donc, c'est bien vers cet organisme-là qu'il faut vous rapprocher en tout premier lieu pour comprendre comment ça fonctionne et déposer un dossier de candidature, pardon, et qui sera mis en place dès l'hiver prochain, au mois de novembre. Agnès est dans les... Écoute, je pense que au mois d'octobre-novembre, on aura déjà les projets de déposer. Oui, alors Séverine qui posait une question sur les 45 € sortie journée, demi-journée, c'est calculé par compte ou par joueur? Valérie, tu peux peut-être répondre. Non, c'est pas par joueur, c'est par équipe de jeu. Là, en l'occurrence, c'est oui, c'est par équipe de jeu. Par On a compte, fait ouais. un focus à l'occasion du dernier parcours, quelles sont les dépenses que vous avez effectuées par équipe de jeu. Donc voilà. Donc après, est-ce qu'il faut continuer avec ce 3,4 joueurs? Donc on est en train de travailler là-dessus avec Valérie pour voir comment on le réajuste, est-ce qu'on le réajuste? C'est pas si simple en fait parce que si Mm. vous avez vu tout au long de la présentation, c'est qu'en fait le comportement des joueurs aujourd'hui, il est très différent d'un moment à l'autre. Ils peuvent jouer en couple, ils peuvent jouer en famille, ils peuvent jouer avec des amis. Et donc, on est en train de voir si il faudrait pas qu'on mette en place aussi une popine sur l'appli pour récupérer cette information-là et en refaire d'autres statistiques. Pour l'instant, on reste sur les 3,4, mais on va travailler sur cette question pour réajuster si nécessaire. Quelles sont les thématiques qui ont le plus de succès auprès des joueurs? J'en sais rien. Là, c'est vraiment une colle. Merci Stéphanie. Euh, euh, je crois il y a pas vraiment. En fait, quand on regarde les stats globaux de Terra Aventura, plus on a des thématiques qui sont rares, évidemment, plus on va avoir de flux. Parce que on a vu, hein, Valérie l'a très bien dit, il y a une espèce de proximité avec les badges et avec les points qui fait que on va vouloir tous les collectionner. Donc, comme il y a moins de poise de parcours sur une catégorie, évidemment, on va avoir plus de flux. Après, si on parle d'apprécier les thématiques, franchement, quand on fait les focus group, ça sort pas vraiment, quoi, hein. Il y a pas ils aiment tout, en fait, hein. Ouais, Ils c'est aiment tout, vraiment un quoi. équilibre. Il y a vraiment un équilibre je remonte un petit peu sur les slides qui me semblent intéressantes à remonter ici. Dans les critères d'enchantement des parcours, on a différentes choses. On a le côté découvrir des sites super remarquables sur un plan esthétique, mais aussi le côté insolite et de différentes choses. Et bien sûr, il y a le côté énigme, histoire bien construite,
original, drôle, et le challenge de la case finale. Donc, on voit bien que un Ouais. parcours efficace, il n'est pas forcément lié à une thématique en particulier, c'est l'ensemble de ces sujets-là sont bien traités. Il y a l'histoire, il y a la cache, il y a la découverte, qu'est-ce que je vais découvrir, comment je vais le découvrir, et ça peut être du côté waouh, ça peut être du côté beaucoup plus instructif. Il y a, c'est vraiment un équilibre en fait. Et quand, pour une raison ou pour une autre, l'énigme et le challenge est moins spécifique, ou que la découverte, elle peut éventuellement être un peu déceptive. Et dans le côté déceptif, ça peut être aussi, je suis arrivée dans le village, tout était fermé. Euh, voilà, c'est des équilibres un peu subtils à avoir en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça montre bien que c'est pas lié à la thématique, hein, et c'est bien tout un ensemble de facteurs Mm. qui va faire que le parcours est une réussite. Donc ça, on l'avait peut-être, on le savait, nous, quand on travaille sur le sujet, on le sent. C'est pour ça qu'on met en place une charte, c'est pour ça qu'on refuse des parcours. Je vous rappelle, hein, c'est presque 30% des parcours qui sont présentés, qui sont refusées pour ces raisons-là, parce qu'elles cochent pas toutes les cases, hein. Enfin, ils cochent pas toutes les cases. Et ça, c'est hyper important quand on vous dit d'ailleurs, hein, j'en profite, quand on refuse un parcours, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. On le fait pas sans avoir des critères en tête. Et ça, c'est bien ça qui va faire que Terra Aventura, ça fonctionne, c'est qu'on réunit tout ça. Donc ça, c'est important de le dire. Et moi, je trouve que ces deux slides sont essentiels parce que c'est vraiment le fondement de notre travail aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est Les, un peu dur parfois, surtout les Agnès sites, maintenant, le hein, parce que côté c'est elle qui le fait. insolite, l'histoire, et là, voilà, il y a vraiment quatre piliers super majeurs qui font qu'un parcours est réussi ou pas, et plus ou moins réussi. Tu as une question sur l'appli aussi, Sophie. Ouais, alors, attends, j'en ai vu plein. Donc, si je les prends à la suite, alors, modèle économique, alors, c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui, mais on a un modèle économique solidaire avec un financement en fonction de la fréquentation des parcours. Donc, plus on a de fréquentation, plus on contribue au projet. Et si on en a peu, et ben, on contribue un peu moins. Donc, et c'est l'équilibre des deux qui va faire que on va pouvoir assumer le fonctionnement de Terra Ventura. Quand va sortir le projet, l'appel à projet? Eh ben, c'est, je vous disais, donc octobre-novembre 2025. Il y a Adrien qui dit, pensez à remplir le questionnaire de satisfaction, c'est hyper important pour nous, hein, vraiment. Alors après, quelles sont les consignes concernant la diffusion des données présentées, par exemple, sur les budgets? Je pense que la DT va être intéressée pour communiquer sur les retombées éco. Bah écoute, pour l'instant, je pense que c'est Aline. On n'a pas de, enfin là c'est public, hein, on le voit bien aujourd'hui. Après, c'est très très compliqué. On l'a aussi questionné avec Valérie, le fait de trouver comment on peut constituer des retombées économiques, même régionales ou voire départementales, avec ces données-là. On doit faire des tests. Il faut qu'on travaille un peu plus sur la Mm. mécanique et on vous donnera quelques pistes là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Je vous dis clairement, hein, on s'était donné cette deadline du 1er juillet pour vous faire un rendu avant la saison. Et ça nous a, voilà, on a charbonné un peu pour y arriver. C'était pas si simple. Est-ce qu'une évolution de l'application est prévue? Ce serait l'occasion de travailler différemment la collecte d'équipes Mm. et de récolter les notes des parcours, par exemple. Alors, on est en train de le faire, là. On a un projet de refonte pour l'année prochaine. Sur la collecte des données par équipe, enfin, le nombre de joueurs par équipe, ça, c'est quelque chose on espère mettre en place, mais c'est pas si simple. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas simple parce qu'il faut qu'on étudie bien la question sur comment on fait ça, est-ce que c'est une fois, est-ce que c'est tout le temps, Mm. enfin bon, voilà, il y a quelques règles statistiques à mettre en place avant de se lancer là-dedans. Mais on va le faire, on y tient. Et des nouveaux sujets aussi, mais ça, on vous en dira un peu plus parce que pour l'instant, c'est en cours de discussion. Peut-on demander la création d'un nouveau poste dans ça, en fait, le problème, c'est que si on crée un nouveau personnage,
Il faudrait qu'on ait une dizaine de parcours ou 5, 6, quoi, qui soient lancés en même temps. Parce que si on n'en fait qu'un, l'office de tourisme qui va lancer ce parcours, mais il va être débordé, quoi. C'est-à-dire que vu la puissance de la communauté aujourd'hui, on voit, par exemple, sur des opérations comme qu'on vient de terminer, comme le château de Mont-sur-Gaine, où on n'a pas encore complètement fait les chiffres et consolidé avec le château, mais on est entre 12 et 15 000 joueurs sur 2 mois. Imaginez ce que ça peut générer sur un territoire. Donc, c'est plutôt ça. Si le territoire dit OK, on veut y aller, pourquoi pas? Mais ça veut dire que derrière, enfin, un flux impressionnant, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel aujourd'hui il faut réfléchir avec l'Office de tourisme qui a envie de lancer cette thématique et voir si elle est pertinente hein, aussi dans notre projet global. Et après, voir comment on est capable d'assumer ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein, c'est assumer ça, quoi. Donc, Aline, bah, c'est cool. Donc après, est-ce que j'ai d'autres questions? Je crois que c'est bon, là, je suis au bout, hein. Donc, est-ce que on peut peut-être ouvrir les micros là, Adrien? Du coup, j'ai fait toutes les questions. Si vous en avez, dites-moi. On a encore une petite dizaine de minutes avec Valérie. Surtout, n'hésitez pas à la questionner parce qu'elles ont mené. D'ailleurs, je vous remercie. Je vous ai pas remercié. Valérie et Léa qui ont fait un super boulot et qui ont surtout compris Terra Ventura tout de suite, ce qui était quand même assez incroyable. Alors, elles étaient un peu époustouflées du système, du langage, etc. Mais j'ai bossé pas mal aussi avec Léa sur les focus group et elle a su tout de suite répondre aux joueurs. Enfin, c'était assez marrant la capacité à quand même imaginer, enfin, de pouvoir S'immerger s'approprier comme ça très rapidement parce que et à causer Terra Aventura. c'est ça. Parce que là, on avait vraiment des joueurs, pour rien vous cacher, c'était des joueurs qu'on ne connaissait pas, nous les sages. On n'avait jamais entendu ces joueurs-là. Ils étaient tout à fait nouveaux dans notre spectre et c'était notre volonté. On voulait vraiment pas du tout prendre des joueurs qu'on connaissait parce que sinon ça fait un biais. Et moi, j'ai assisté au focus, mais en format caché, donc ils savaient pas qu'on était là. Et donc, ils ont pu vraiment se libérer sur les sujets. Et ils nous ont donné quelques pistes aussi d'amélioration. Donc, ça, c'est chouette aussi. Donc, le webinaire sera en replay. Donc, je vous invite à le re-regarder si ça vous dit. Et puis, surtout, le partager à vos collègues, hein. C'est hyper important qu'on soit tous informés de tout ça, quoi. Et on va avoir un prochain atelier, un atelier d'appropriation probablement au mois de septembre pour justement étudier les recommandations et voir dans quelle mesure on se les réapproprie et ce qu'on met en place pour l'année prochaine. Mais on a déjà mis en place des choses. Florie et Agnès sont dessus. Voilà, il y a quelques améliorations qu'on est en train de travailler et qui peuvent se faire assez rapidement, quoi. Et demain, donc vas-y Bah, Valérie, tu dans maîtrises les, beaucoup mieux. dans les, on leur a posé un peu dans les envies d'évolution du jeu et on voit bien le pouvoir de la marque, puisqu'il y a un des premiers points en termes de projection, d'évolution, c'est de proposer l'extension du jeu en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pointé, ce qui montre la puissance de la marque, hein. Alors nous, on n'y Ensuite, va pas, hein, qu'on soit d'accord. Pour l'instant, c'est pas du tout un projet, hein. Après, il fallait les interroger sur s'ils le voulaient, mais c'est pas du tout un projet pour nous. et là, c'est intéressant parce que ça caractérise bien la puissance de la marque, en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je vais prendre les deux extrêmes, celui-là. Et ensuite, on en a quand même 15% qui n'ont aucune suggestion d'amélioration. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que tout est bon, tout est au taquet. Donc, c'est pas mal non plus quand même d'en avoir 15%. Et puis ensuite, on a ce qui a été pointé aussi, c'est dans l'enrichissement des parcours, et c'est assez logique puisqu'on a une communauté qui est à maturité de jeu sur différentes cibles, et on a vu que selon les cibles, il pouvait y avoir un peu des aspérités différentes. Donc là, il y a à la fois des besoins d'enrichissement, d'actualisation, parce que pour alimenter cette dynamique de jeu, il faut amener sans arrêt de la nouveauté, et c'est un beau challenge pour les équipes dans la conception des parcours, parce que il y a de l'attendu là-dessus, avec de la mise en scène supérieure, et on voit bien que ça va
plus spécialement intéresser les cibles des familiaux, voire les jeunes adultes. Et puis également le côté sortie un peu plus événementiel qui a été aussi pointé. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser aussi, c'est dans le côté instructif et découverte de la région, il y a des choses qui sont embarquées dans le jeu, mais certains publics, et on va voir notamment les profils plus âgés, souhaitent aussi avoir embarqué un peu plus d'infos touristiques dans l'appli. Alors avec un bon niveau, hein, parce que si ça noie le jeu et sa mécanique, ça va pas le faire. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin aussi d'apprendre, d'en savoir un petit peu plus sur la région que je visite au travers du jeu. Donc, et puis 15% qui n'ont aucune suggestion, donc ça veut dire que tout va bien. Bah oui, ça veut dire que là, il n'y a pas besoin de mieux. Donc, bon, pour clore, je vous présente. Alors, merci de votre attention. En plus, vous étiez quasiment tous là tout le temps, donc c'est vraiment très chouette. Donc, répondez bien au questionnaire de satisfaction. Je remercie beaucoup Valérie et Léa et mon équipe avec qui je travaille au quotidien, les offices de tourisme et les départements. Et puis, je vous annonce qu'il y a des prochains rendez-vous, donc 18 septembre sur les USA, le 14 octobre sur la gestion de l'eau dans les hébergements touristiques et le 23 octobre sur le tourisme d'aventure. Donc ça peut être intéressant d'aller à ces 3 webinaires pour avoir plein d'informations. Je vous invite vraiment à les suivre. Il y a toujours, c'est toujours un bon moment et plein de ressources. Et voilà, bah, je vous remercie à tous et puis à très vite pour ceux et puis très belle saison à tous, hein, et un peu moins chaudement, ça serait parfait. Mais bon, il faut s'adapter. Donc merci et puis à très bientôt. Au revoir Merci beaucoup. à tous. Au revoir.